Né et élevé dans des conditions qu'on qualifierait aujourd'hui de pauvreté, Michel Blondin a découvert très tôt l'importance de l'entraide et de la solidarité. Ses premières interventions en travail communautaire, aux côtés du docteur Serge Mongeau, au chantier de Montréal, puis comme animateur social dans le sud-ouest de Montréal, ont concrétisé l'engagement d'une vie. Les premiers comités de citoyens, nés de cette expérience, ont encouragé les gens à prendre leur propre sort en main. C'est fidèle au même idéal qu'il vit ensuite une expérience de coopération internationale en Bolivie, où il s'initie aux approches de formation populaire qui prennent en compte et misent sur les connaissances et les expériences des personnes formées. Embauché par le syndicat des métallos, il y implantera ces méthodes qui seront aussi adoptées par la FTQ. Cette philosophie de la formation par les pairs marquera de façon déterminante le développement d'un programme de formation unique et la mise sur pied d'un large réseau de formateurs issus des syndicats affiliés. Cette influence déterminante de Michel Blondin, on la retrouve aussi au Fonds de solidarité FTQ, où il sera à l'œuvre pendant quelques années avant sa retraite. Il a décrit son parcours unique dans un livre intitulé « Innover pour mobiliser ». Mon cher Michel, ça me fait plaisir que tu nous accueilles parce qu'il y a longtemps que je souhaite qu'on fasse une espèce de retour sur ton parcours. Et parce qu'on a quand même eu à se croiser quelquefois, souvent. Alors, rappelle-nous un peu ton lieu d'enfance, ton milieu familial. Parfait. Bien, je suis d'une famille ouvrière à revenus très modeste. Ma mère était à la maison, on était 4 à la maison. Ma mère était un peu plus insulte que mon père. Elle avait une 12e année, mon père avait une 4e année. Ah bon? Mon père a été un travailleur de fonderie pendant plusieurs années. Il travaillait chez la Gurney. Les gens ne connaissent peut-être pas ça, c'est des cuisinières à l'époque au bois. Et ça, c'était où, ça? À Saint-Laurent. À Saint-Laurent. J'ai été élevé à Saint-Laurent. Mon père, un père généreux, très souriant, travaillant. Il a eu 2 jobs presque toute sa vie pour faire vivre la famille. Ah. Et on vivait très modestement. Aujourd'hui, on dirait qu'on était une famille pauvre. Ouais. On dirait ça. Mais à l'époque, ça représentait la classe ouvrière beaucoup. Ensuite, parce que les poumons se détérioraient à cause de la fonderie. Il a cessé d'être forgeron à cause de ce qu'il a eu un autre emploi. Oui, son emploi principal pendant une 30aine d'années, c'était d'être laitier. Au début, avec une voiture à cheval, dans les années... Évidemment. Les années 50-60, dans Snowdon. Et ensuite, même dans les années 60? Oui. Ah oui? Oui. Fin des années 60, fin des tramways à peu près. Oui, oui. Et après ça, dans la Chine, un secteur qu'on appelait Dixie, une camionnette qu'on pouvait conduire debout, ce que j'ai fait aussi à un moment donné, plus tard dans ma vie. Il a été apprécié de ses clients, une clientèle plutôt anglophone. Mon père était souriant puis aimait compter des jokes. Et ça marchait beaucoup avec les clients. Une famille unie. Es-tu l'aîné? Je suis l'aîné. L'aîné. Suivi par une sœur qui vient de décéder il y a un mois. Je suis allé à l'école primaire avec des frères, les frères de Sainte-Croix. Saint-Laurent, c'était le royaume des Sainte-Croix. Ah bon? En 6e année, quelqu'un est passé à la maison, un père de Sainte-Croix, pour m'offrir d'aller
petit séminaire qui était le séminaire Sainte-Croix derrière le Collège Saint-Laurent, qui est le Cégep Saint-Laurent. Il cherchait des vocations. Mes parents n'avaient pas les sous pour mon instruction. Ça coûtait trop cher à cette époque-là. Il n'y avait pas encore des cégeps. C'est avant les cégeps, longtemps avant, là, 10 ans. Dans les cours classiques. C'était le cours classique. Moi, je n'avais jamais pensé faire mon cours classique. Une fois à faire, ma mère a réfléchi. Elle m'a dit, il ne faut pas que tu laisses passer cette chance-là. Ma mère m'avait encouragé toujours à lire et tout ça. Là. Est-ce que chez vous, la famille était très pieuse, très pratiquante? Ma mère était une religion traditionnelle catholique. Oui. Les familles. On avait la pratique catholique traditionnelle, là, avec la fête Dieu dans les rues, le mois de Marie, le premier vendredi du mois, etc. Là. Et j'ai été élevé dans cet univers catholique traditionnel, ouvert, pas fermé. Mon père avait des préjugés parce qu'il y avait une clientèle juive à Snowdon. Et il y avait eu beaucoup de mauvaises expériences avec sa clientèle. Une clientèle juive traditionnelle. Ouais. Le samedi, c'est lui qui allait ouvrir le feu pour que les gens puissent faire chauffer leur nourriture. Parce que dans les familles juives traditionnelles, ultra-conservatrices, tu ne pouvais même pas ouvrir le feu. Il n'y avait pas le droit de le faire eux-mêmes. Il fallait qu'ils le fassent faire par quelqu'un d'autre. C'est ça. Ah bon? C'est mon père qui faisait ça. Toi-même, est-ce que tu te décris comme quelqu'un qui était assez religieux? J'étais... oui, j'étais ouvert à ça. Puis en m'offrant d'aller au petit séminaire Sainte-Croix à Saint-Laurent. Est-ce que tu te voyais devenir... Bien, ça faisait partie d'une chose possible que j'avais d'un prêtre. J'étais plutôt ouvert à l'idée de devenir un missionnaire. C'était plus ça qui attirait mon attention. C'est quoi? C'est C'était la découverte de l'ailleurs, de l'autre. La religion était comme un support à cette possibilité-là. Oui. C'était plus l'outil que la religion comme telle. Mm-hmm. Et d'ailleurs, à la fin de mon cours classique, j'ai fait un court séjour chez les Sainte-Croix. Ah bon? J'ai fait une année de théologie et je me suis ennuyé à mort. Ah bon? J'haïssais ce type de formation-là, très classique. C'était Saint Thomas d'Aquin. Ah oui, évidemment. La philosophie, ce n'était que Saint Thomas. Oui, c'est ça. Il n'y avait que ça. C'était décoder la Bible et tout ça, apprendre la Bible et tout ça, apprendre l'hébreu et tout ça. Je n'avais aucun intérêt. Et là, j'ai compris que je n'étais pas à ma place. Et c'est à ce moment-là que je suis revenu comme un civil ordinaire. Mais tu avais terminé ton cours classique. Tu as fait 1 an de théologie, c'est ça? J'avais un cours classique intéressant. On avait une bonne formation en littérature, en langue. Dans les 2 dernières années, qui s'appelaient les années de philosophie 1 et 2, j'avais eu la chance d'avoir un professeur qui était connu à Montréal pour d'autres raisons par la suite, qui était un prêtre qui venait de revenir de Chicago, qui avait une formation en sociologie et en anthropologie, et qui nous a initiés à l'anthropologie et à la sociologie. J'ai tripé sur la sociologie. C'était vraiment... On a fait en 2 ans presque l'équivalent d'un baccalauréat. Ah bon? Que j'ai fait par la suite. J'ai fait un baccalauréat en sociologie par la suite, formel. Là. Est-ce qu'en sortant des études en théologie, c'est ce que tu as fait? Tu es allé étudier? J'ai pris une année pour réfléchir. Je n'avais pas d'alternative. Je n'avais pas réfléchi à l'étape suivante. Fait que j'ai fait le métier que je connaissais par mon père, parce que j'avais souvent aidé mon père à son travail. J'ai eu une ronde de lait, comme on dit, dans le centre-ville de Montréal, avec la même compagnie que mon père. Ah bon? Et j'ai fait ce travail-là dans le centre-ville de Montréal, là, les rues Saint-Laurent, avenue des Pins, tout ça, ce coin-là, où j'ai été initié. On m'a beaucoup taquiné, parce que les copains de mon père me connaissaient bien, savaient que j'avais fait le petit séminaire. Et c'était un coin dans lequel il y avait des bordels, puis c'est moi qui livrais le lait à l'endroit là. Les compagnons de mon père me taquinaient beaucoup. Mon père a perdu sa job à 64 ans. Ah, bon. Il y avait une pension théorique, mais ils ont élevé sa ronde en 64 ans, puis ils l'ont mis dans les glacières. Ah. Et ça, c'est 5 caisses de lait de bois et des bouteilles de verre. Mon père n'a pas été capable de faire ça physiquement. Il est parti. Il a perdu ses droits à la pension. Il n'y avait pas les lois qu'on a actuellement qui protègent les gens maintenant. Et ça m'a scandalisé. Première année après ta théologie,
tu as une randonnée. Qu'est-ce qui fait que ça s'arrête là? Je voulais aller à l'université. J'avais travaillé, quand j'étais étudiant au collège classique, j'avais travaillé dans des camps de vacances. Donc, un été à Huberdeau, j'avais trippé sur le travail. J'avais le groupe le plus vieux. Moi, j'en avais 19 ou 20 ans. Eux avaient 15-16 ans. J'avais adoré ça. Et ça m'a conduit à penser au travail social comme formation. Ah bon? J'ai présenté ma candidature. Il y avait une entrevue de sélection, j'ai été accepté immédiatement. J'ai fait ma formation de travail social. À l'époque, c'était surtout le travail, l'approche individuelle qu'on appelle le casework. À l'époque, c'est l'expression. J'étais très mal à l'aise dans cette formation-là. Puis il y a des gens, parmi les professeurs, qui m'ont orienté vers le travail communautaire, avec un professeur qui venait de revenir des études aux États-Unis, qui avait un doctorat en travail communautaire. Et ça m'a permis, à la fin des dernières années de ma formation universitaire à la maîtrise, de faire un stage à Saint-Henri avec le premier travailleur social qui explorait le travail communautaire, qui s'appelait Roger Prudhomme, qui est devenu un haut fonctionnaire rapidement par la suite. Et ça m'a permis de travailler à Saint-Henri. Ton parcours académique, bon, bien sûr, il y a eu le cours classique. T'en es sorti, puis après, là, tu étais attiré par le travail social, par le... Oui, là, j'ai fait... Et c'est là que tu as fait des études. Là, j'ai fait une maîtrise en travail social à ce moment-là. Ça, c'est tes premières études universitaires. J'ai fait ultérieurement un bac en sociologie, mais concentré. En fait, j'étais au programme du doctorat en sociologie, mais j'avais pas de baccalauréat en sociologie. Ça fait que j'ai fait un programme qui, pour moi, à l'Université Laval, me l'ont bâti. Mais ça, c'est après tes études en travail social? Oui, après mes études. C'est tout de suite après ou 2 ans après, j'ai réussi à dénicher une bourse qui était plus grosse que mon salaire, d'ailleurs. Et je suis allé à Laval pendant 9 mois pour faire un programme de sociologie concentré. Tu parles de ton salaire de travailleur social. De travailleur social. D'animation sociale. Au Conseil des œuvres. OK, d'accord. Et là, ils m'ont donné un baccalauréat en sociologie. Ils m'ont dit, avec tout ce que tu as comme bagage, tu vaux un baccalauréat. Okay. Et très intense. Et ça avait fait tes études universitaires? Ou? Les études formelles, oui. Oui, OK. L'a fait. Mais j'étais déjà à ce moment-là à Saint-Henri. Je vivais dans Saint-Henri. Je travaillais dans un mouvement jeune qui s'appelle les Chantiers de Montréal, qui avait été fondé dans les années 1959-60 par Serge Mongeau, qui était connu par la suite, qui était un étudiant en médecine, avec Pierre Vien, étudiant en médecine aussi. Et on vivait dans le quartier avec les gens. On partageait leur vie. On vivait à leur façon. On était des voisins ordinaires. Je suis arrivé à la fin de cette première génération, autour de 1962, au Chantier de Montréal. Et c'était financé comment, ce travail? C'était autofinancé. On n'avait pas beaucoup de sous. On faisait ce qui était courant à l'époque, des soupers spaghettis. On se finançait avec ça. Ah oui? Pour un souper qui coûtait à peu près rien, on chargeait des prix relativement chers pour l'époque, 15 ou 20 $. Et les gens nous soutenaient. C'était dans un contexte de lutte à la pauvreté, à la façon inspirée à la fois de l'approche chrétienne, mais pas de la pauvreté classique. Là. Il n'y avait pas d'aide monétaire aux gens. On vivait avec le monde. Il y avait une sorte d'inspiration de l'œuvre de l'abbé Pierre. Oui, qui a mauvaise réputation aujourd'hui, mais qui, à l'époque, c'était inspiré de gens qui avaient connu Emmaüs en Europe. Et Serge Mongeau l'avait adapté à Montréal. Il y avait effectivement de la récupération, puis un magasin qui était à Pointe-Saint-Charles. Comme Emmaüs. Comme Emmaüs. Mais il y avait l'autre partie qui était le partage des conditions de vie et la dénonciation de la pauvreté. Et Serge particulièrement, moi et moi, plus Serge, on était les deux responsables. Moi, j'étais vice-président, puis Serge était président. Nous deux, Serge plutôt, faisait beaucoup de dénonciation. C'était un des objectifs des Chantiers de Montréal, de faire la dénonciation des conditions de vie de ces familles à revenus très modestes ou sur bien-être social, qui étaient maltraitées dans le système public. Et c'était un quartier en détérioration qui a été démoli par la suite, qui s'appelle Griffintown, qui est vu
comme un nouveau quartier de Montréal, complètement gentrifié, puis détruit. Il reste presque plus de maisons de cette époque-là, mais je suis allé voir, il en reste encore quelques-unes. On restait sur la rue Duke, près de Wellington, et on demeurait là. On était quelques-uns à demeurer sur place, les responsables. Mais ça mobilisait combien de... Il y avait une corvée tous les samedis. Ah, Des fois, on aidait les gens à peinturer leur maison. Des fois, avec des étudiants en génie, entre autres, on réparait les plomberies. Donc, c'était pas des gens à plein temps, tous... On était quelques-uns à rester sur place et à partager les conditions de vie des gens. Mais la majorité, c'était votre travail. On était quotidien. 15 ou 20 par samedi, répartis dans... Le samedi. Le samedi. On a invité des gens qui sont connus pour avoir fait ça, comme Jean Couture à un moment donné, qui est devenu un candidat à la mairie de Montréal, puis ensuite un ministre au gouvernement de René Lévesque. On initiait les gens, on les amenait dans le quartier, on les invitait à vivre avec les gens, comme les gens, et à développer du bon voisinage et de l'encouragement pour les gens. Il y en a, comme ma compagne actuelle, que j'ai connue à l'époque des chantiers, qui, elle, faisait des devoirs sur semaine avec les enfants. Ah oui. C'était un mouvement non confessionnel à l'époque où c'était pas permis. On avait même été convoqué par le cardinal Léger à l'archevêché. Ah oui? Le cardinal Léger essayait de nous convaincre qu'on devienne confessionnel catholique. On ne voulait rien savoir de ça. Il n'était pas question qu'on embarque dans ce modèle-là. On voulait garder toutes nos distances parce qu'entre autres, parmi nous, il y avait des protestants, il y avait des juifs, il y avait des gens qui étaient non pratiquants. Et on travaillait avec le monde. Mais c'était du monde généreux. Ouais. Je vais vous conter une anecdote qui m'a beaucoup marqué. J'étais à ce moment-là fiancé. J'avais été fiancé dans les mois précédents par l'abbé Pierre. Et à un moment donné, on a décidé de se marier dans le quartier avec les gens et mes parents, pas d'autres invités, dans une église qui s'appelle la paroisse Sainte-Hélène, qui était le long de l'autoroute, le long plutôt des rails qui s'en vont à la gare centrale, qui est vraiment très proche du local où on était. J'avais parlé aux gens du quartier comme ça, mais j'ai dit, on n'organise rien. On reviendra au local après le mariage à l'église, puis on jasera, puis ensuite mes parents retourneront chez eux, puis mes frères et sœurs aussi. Et quand je suis revenu de mon mariage à pied avec ma femme, je me suis aperçu que les gens du quartier avaient décoré la salle, ils avaient préparé un lunch. Ça m'a énormément ému. J'ai trouvé ça une appréciation de leur part. Mais c'est la générosité des gens pauvres. C'était le partage. On vivait le partage. Hein. S'il nous manquait de sucre, on allait voir chez les voisins et on disait, pour vous, nous prêtez un peu de sucre. S'il manquait un œuf, eux venaient et ils disaient, on n'a plus d'œufs, on a tel repas dans notre besoin. Est-ce que vous en avez? Et on se prêtait les choses. C'était la façon de vivre de ces quartiers-là. Et ça m'a donné aussi, je pense que c'est important de le dire très clairement, ça m'a donné une vue très critique de ma formation au travail social que je trouvais qui était très marquée par l'appartenance à la classe moyenne et la difficulté de communication avec la classe modeste pauvre. Ouais. Et j'ai fait l'expérience à plusieurs reprises où les gens étaient suivis par le service social, qui à l'époque s'appelait le bien-être social de la ville de Montréal, et qui ne comprenaient pas ce que les travailleurs sociaux leur disaient. Travailleurs sociaux, c'est plus des femmes. Et souvent, quand ils revenaient chez eux, ils m'ont dit telle et telle affaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu devais traduire. C'est moi qui leur traduisais dans leur vocabulaire cette réalité-là et les conseils qui étaient donnés, qui étaient pertinents ou non, souvent pas pertinents parce que c'était plus un jugement de classe qui était derrière ça. Ça dure combien de temps, ton travail avec le chantier? Ça a duré 2 ans. Mais c'est 2 années qui m'ont marqué énormément parce que ça m'a comme réconcilié avec ma racine ouvrière. Ça m'a ramené avec ce monde-là, puis ça m'a éclairé sur tout ce qui était ma vie future, qui était toujours proche du monde ouvrier. Toute ma vie a été proche du monde ouvrier. Et ça m'a permis de me dire qu'on pouvait faire des choses avec les gens. Qu'il y avait du potentiel chez les gens. Et le dernier stage que j'ai fait en travail social m'a conduit à être engagé en 1964 par le Conseil des œuvres de Montréal
pour prendre la suite de celui qui avait piloté mon stage, Roger Prudhomme, qui venait d'être engagé comme haut fonctionnaire à Montréal. Et le directeur, qui était un abbé, à l'époque, ça décurait, un abbé qui s'appelait Riendeau, qui m'a dit, au Conseil des œuvres, il m'a dit, une seule personne qui sait ce que faisait Roger Prudhomme, c'est toi. On t'engage, puis je leur demande qu'est-ce que ça va être mon mandat. Il a dit, on le sait pas. Tu continues ce que Roger a fait, qui était une forme une exploration de la lutte à la pauvreté, mais non classique. Pas la façon de la Société Saint-Vincent-de-Paul, mais à la façon plus de mobilisation des gens. Et lui, Prudhomme, est-ce qu'il y avait une équipe avec lui quand il était tout seul? Il était tout seul. Oui. Et toi, tu étais tout seul aussi au début? J'ai commencé seul en 1964. Je venais de me marier. J'avais fini ma thèse de maîtrise. J'avais donné un effort pour régler ça rapidement. Et en septembre, j'avais commencé, septembre 1964. Et j'ai pris plusieurs mois, tout en continuant ce que Roger Prudhomme avait commencé, pour explorer et connaître mieux le quartier. Je connaissais un peu le quartier parce qu'il y avait des frères et des sœurs de mon père qui vivaient dans le quartier Saint-Henri. Mais là, j'ai pris vraiment du temps pour explorer mieux le quartier, essayer de voir la dynamique, voir quels étaient les problèmes et tranquillement explorer les pistes de solutions. Et ça m'a amené à l'idée de constituer les premiers comités de citoyens de Montréal dans les années 60. À l'époque, on parlait d'animation sociale. C'est comme ça que j'avais désigné mon travail, inspiré de ce qui se faisait au BAEQ, le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec, inspiré d'une approche qui avait été développée par le père Lebray en France, dans des milieux modestes. Il avait repris ça au BAEQ. Moi, j'avais fait un stage d'une semaine à un moment donné au BAEQ durant mes études pour savoir qu'est-ce qui se passait là-bas. Et je m'étais inspiré de l'expression, je trouvais que ça décrivait mieux l'expression qui était employée par la suite, organisateur communautaire, c'était l'expression classique là, du travail social. Et ça me permettait de travailler avec le monde. Ce que je cherchais surtout, c'est comment on peut amener les gens à prendre en charge leur quartier, à bâtir des forces pour améliorer leur quartier, mieux être représenté auprès de la Ville de Montréal qui négligeait ce quartier-là, qui ne les connaissait pas. Et là, j'ai bâti un bon nombre de comités de citoyens, les premiers. J'ai bâti tranquillement une équipe. Je trouvais du financement de sorte de façon pour faire la même chose dans le Centre-Sud, puis ensuite dans Hochelaga. Et on s'est retrouvés à un moment donné, on était 5-6 animateurs sociaux dans les années 67, 68, 69, qui faisaient ce même travail-là et qui constituaient un nouveau leadership dans le quartier qui était capable de représenter les gens du quartier et d'aller vers des revendications pour améliorer le quartier. La première piste qu'on a fait, ça a été les écoles. Première étape, parce que c'était ce qui touchait le plus les enfants. Les écoles étaient négligées, mal entretenues, dangereuses pour les enfants. Deuxième étape, ça a été des activités de loisirs pour les personnes âgées qui n'avaient aucune activité dans le quartier. Et on a fait une entente avec un poste de pompier de ce quartier à la place Saint-Henri, qui nous prêtait des locaux, puis la Ville a fourni le soutien nécessaire. Troisième étape, ça a été la rénovation urbaine. La Ville avait décidé de faire la rénovation urbaine, mais à la façon américaine et ontarienne, c'est-à-dire démolir et reconstruire. Et nous, on s'opposait à ça, les gens s'opposaient à ça. Et là, on a bâti des comités qui faisaient valoir que les gens voulaient continuer à demeurer dans leur quartier, voulaient garder ces communautés-là ensemble, parce que c'était leur milieu d'appartenance, et qu'il y avait moyen de faire quelque chose avec les maisons qui existaient. On a perdu parce que la Ville a démoli. Il y a eu vraiment des problèmes avec les curés. Mais j'étais assez bien implanté dans le quartier que ça marchait. L'influence des curés baissait progressivement. Puis, par hasard, dans une paroisse, qui est la paroisse Sainte-Cunégonde, à l'ouest d'Atwater, des prêtres ouvriers venaient de prendre la paroisse qui s'appelait les Fils de la Charité. Ah ben oui. Et j'avais un appui inconditionnel de leur part et on a énormément travaillé ensemble. Ils étaient déjà présents à la Pointe-Saint-Charles. Ils savaient mobiliser les gens. Ils étaient proches du milieu ouvrier, proches du milieu syndical. Saint-Henri, à l'époque, c'était un quartier ouvrier
dans des industries en décroissance. C'était la fermeture des entreprises le long du canal de la Chine. Quand on était à l'est de Blackwater, là, on était dans un quartier plus détérioré, des gens beaucoup sur le bien-être, des logements en très mauvais état, etc. Le travail était plus difficile, puis bâtir un leadership local était plus difficile. Votre équipe, à ce moment-là, d'animateurs sociaux, c'était combien de personnes? On était 5-6. Vraiment centré dans le sud-ouest, là. Saint-Henri. Sud-ouest, mais aussi centre-sud et Hochelaga-Maisonneuve. Aussi? OK. On commençait à s'étendre. OK. On avait une discipline de travail assez rigoureuse. Je pense que c'est important de le dire. On avait une approche de remise en question régulière. On s'isolait 2 ou 3 fois par année dans des chalets ou des places où on se trouvait pour sortir du terrain, faire le point sur où on en était. Et souvent, à cette occasion-là, je faisais des documents. C'est moi qui rédigeais les documents qui ont été les premiers documents pour l'enseignement de l'organisation communautaire dans les universités de Montréal. Ça a été utilisé en milieu universitaire. Milieu universitaire. Et on avait une espèce de comité conseil qui se réunissait chez moi une fois de temps en temps, dans lequel il y avait Michel Chartrand de la CSN, Gérald Fortin de l'Université Laval en sociologie, Hélène David, sociologue et journaliste, et d'autres personnes. Dans le salon chez moi, avec mon équipe, on leur disait où on était rendu, puis ils nous suggéraient des pistes de réflexion pour nourrir l'étape suivante.